mars 2020, à quelques jours de l'élection présidentielle 2020, le chef de l'État appelle le Sénat et leur dit on va changer, on va modifier certaines dispositions de la Constitution. Parmi les dispositions, les vice-présidents, dans l'enquête de la Constitution 2016, le vice-président était élu en même temps que le président, mais la monarchie que je vous donne là, il ne faut plus qu'il soit élu, moi-même je vais le nommer. Mais sans explication, puisqu'on n'a même pas implémenté le ticket pour savoir est-il marche ou pas. C'est pourquoi on te dit que c'est la seule volonté d'une personne là. On n'abuse pas. Sinon, comment vous pouvez comprendre que vous prenez une disposition constitutionnelle en 2016, vous ne l'avez même pas implémentée pour voir quelles en sont les insuffisances, et en 2020, vous la modifiez. Ça, dans une république, ces choses-là, ça choque. Et donc, maintenant le vice-président de la République, qui est supposé assurer la continuité du président en cas d'absence, émane de lui et de lui seul. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Hein. Je ne sais pas. En fait, tous ces réformettes-là, après il y a eu des petites retouches, l'objectif c'était ça, hein, c'était ça. Puisque ça a préparé déjà en 2020, la volonté de 2020, le troisième mandat, alors qu'on nous avait juré par tous les moyens. On nous avait dit par tous les pays, nous avons tous les éléments de preuve, les discours des uns et des autres, que cette constitution était, ne lui permettait pas d'être candidat. Il est devenu candidat. Mais au moins, la Constitution 2016 avait un avantage pour lui. C'est que, ayant sauté tous les obstacles à sa candidature en 2016, limite d'âge sauté, bulletin de santé biffé, et le ou, bon, on a réglé les suffisances définitives, c'est resté le ou. Cette réforme ne visait que lui et lui seul. Lui et lui seul. Et le ou l'arrangeait de façon évidente, parce que au moins il n'était plus candidat par dérivation, comme l'a dit le Conseil constitutionnel en 2015, il devient candidat par voie constitutionnelle. En 2015, pour faire son deuxième mandat, puisqu'en 2010 c'était une élection exceptionnelle, une candidature exceptionnelle. En 2015, il fallait trouver la parade. Une exception ne peut pas se réaliser. On a dit non, elle n'est pas exceptionnelle, elle est dérivée. Ah non, mais lisez la mission du Conseil constitutionnel, je n'invente rien. Quelle est dérivée? Bon, les mathématiciens qui ont fait les mathématiques, c'est la dérivation. Et maintenant, à partir de 2020, bon, ayant changé tous les éléments, mais là, le président a été quand même très futé. Parce que quand il a sauté les limites d'âge, bon, tout le monde était content, y compris ses amis. À ce moment, le président Pédier, en diminuant le plancher, Soro Guillaume était très content. Donc, chacun était d'accord pour ça. Or, c'était un miroir aux alouettes. On l'agitait pour cacher la vraie intention
Et c'était lui ce qu'on avait fait. La révision de l'article 94, là, voulu par le chef de l'État et adopté par le Sénat le 25 juillet 2023, c'est aussi un jeu d'accordéon. Parce que nous tous là, qui sommes allés à l'école ici, on savait qu'il y avait 2 sessions. Que l'Assemblée nationale se réunissait en 2 sessions. Parce que nous, en notre temps, l'école était bien. Lui, là, il connaissait son nom sans le connaître. Moi, je suis au village là-bas. On dit gouvernement, on donne des leçons de. On connaît l'agriculture, on ne les connaissait pas que. Parce que ça faisait partie des leçons qu'on apprenait pour connaître les institutions de la République. Et on a appris qu'il y avait toujours 2 sessions. En 2016, on ne sait pas quelle c'est. On a enlevé les 2 sessions. En 2023, on vient dessus pour dire remettons 2 sessions. C'est quoi ce jeu d'accordéon? Mais en plus, on fait tout cet exercice pour une constitution que nous, qu'on a du mal à respecter. Parce que quand même, retenons-nous que depuis le 13 juillet 2020, date de démission du vice-président d'un camp, il fallait, on a entendu, pratiquement 2 ans. C'est le 20 avril 2022 qu'on a eu un nouveau vice-président. Pourtant, c'est prévu par la Constitution. Donc, on a fonctionné sans vice-président, poste constitutionnellement créé, et puis on a vécu avec ça. Donc, la seule volonté d'un homme qui prime sur la Constitution. Et même la révision actuelle, l'article 177 n'a pas été respecté. Parce que vous-même, vous écrivez dans votre Constitution que les projets de révision doivent être déposés dans l'une ou l'autre chambre. C'est écrit noir sur blanc. Là, vous prenez, vous déposez ça dans les 2 chambres de façon simultanée. Vous êtes resté par vous. C'est ce que le député de PDC, notamment Brissi, a relevé l'avocat Brissi. Jean-Chrysostome Brissi. C'est ça qu'il a relevé. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à redire. Et l'article 90 retranche maintenant. Il décide que les élections, ça c'est notre accordéon. Parce que nous tous on savait, quand on finissait les élections présidentielles, les 2 mois qui suivaient, on faisait les élections des députés. Ils sont venus, ils ont changé. Et maintenant ils reviennent là-dessus pour dire les élections des députés viennent immédiatement après les élections présidentielles. Et du coup, d'autorité, on va diminuer le mandat des députés d'autorité de quelques 6-7 mois. Bon, le prince a parlé, il n'y a pas de débat là-dessus. Non. Nous disons ces choses, ce n'est pas parce que nous voulons chariter le gouvernement. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement vindicatifs sur les choses. Mais c'est parce que dans un pays, lorsqu'on instrumentalise et qu'on touche trop la Constitution, lorsqu'on la biffe à tout point de vue, vous lui enlevez sa valeur sacrée. Vous apparaissez de plus en plus comme étant dans un système de république fragilisée. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On a beau être président de la République, mais on ne peut pas te lever le matin pour dire bon, j'ai rêvé, cette constitution c'est pas bon, j'ai changé. Donc demain, la constitution là, demain là, c'est pas bien. Ça ne passe pas. Ça, à un moment donné, même si parfois c'est fondé sur cette autre, mais le rythme avec lequel vous changez cette constitution là, les dispositions constitutionnelles finissent par lui enlever à la constitution sa valeur sacrée, sa valeur de norme suprême.
au-dessus du toit, de tout. Et ça, nous demandons au gouvernement, au chef de l'État, de veiller à ne pas faire de notre constitution l'image d'une pâte à modeler à laquelle il veut donner toutes les conflits de figures possibles selon ses humeurs et sa bonne volonté. Le deuxième point de notre partie, c'est concernant l'analyse des résultats scolaires. On va aller vite, c'est la dame Oulaga qui devait l'exposer, mais elle est malade, elle a eu une grippe de dernière minute, et donc on va l'exposer là-dessus. De façon évidente, l'année est finie, on a les résultats scolaires, et apparemment on pourrait dire la montagne a encore accouché d'une souris. Toutes les réformes annoncées par-ci par-là, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, même s'il y a quelques améliorations de quelques pourcentages. Vous trouverez à LCP 71% d'admis, contre 64% en 2022. Le BPC, il ne sait même plus il fait quelque chose dans ce pays-là. 31,49%. C'est-à-dire, nous avons 68% de nos enfants qui sont bloqués en 3e. 68% de déperditions scolaires en 3e. Le bac, 32%. Même chose. 68% de nos élèves sont allés au niveau de la terminale. Et quand nous comparons ces résultats à ceux de la sous-région de certains pays, on se rend compte qu'effectivement, on a un problème sérieux dans notre pays. Alors que la Côte d'Ivoire fait 32%, c'est le dernier de la classe. C'est le plus mauvais taux de bac en Afrique de l'Ouest en 2023. Le Burkina qui nous suit, qui est l'avant-dernier, est au moins à 39%. Le Togo est à 74%. Le Bénin à 58%. Le Sénégal est à 51,54%. Et nous avons pris la France, et je m'en vais pourquoi on a pris la France. La France a 90,09% du taux de succès. Et nous sommes à 32%. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a d'abord un problème de déséquilibre. Parce que si j'ai le choix et j'ai les moyens de choisir pour mes enfants, entre un régime, un système où il y a 32% de chances seulement mes enfants d'être admis, et celui qui m'offre 90%, vous pensez que je l'ai où? 90%. Et donc, c'est pourquoi les enfants ne sont pas dans l'école, à l'école avec nos enfants dans la même école. Les enfants ne sont pas dans la même classe que nos enfants. Et ça, dans une république, l'accès à la connaissance ne peut pas se faire de cette façon-là. Ceux qui ont les moyens peuvent envoyer leurs enfants pour avoir 90% de chances d'être admis, et ceux qui n'ont pas les moyens d'attendre à 32%. Nous pensons qu'il y a des réformes profondes à faire dans l'école du système ivoirien. Et l'année passée, nous avons dit cela, c'était le professeur Dadier
qui avait fait cette conférence-là, avait relevé. Le peuple a relevé un certain nombre de faits qu'il fallait corriger. Il faut malheureusement continuer. La privatisation de l'école, sans suivi, un autre problème. Le gouvernement a pris une décision, ça dépend de tout l'angle sur lequel nous regardons, les collèges de proximité. Ça dépend de l'angle sur lequel nous regardons. Oui, c'est vrai que les enfants restent à côté de leurs parents. Ça, c'est un avantage certain. Mais l'inconvénient, c'est que les ressources humaines ne suivent pas. Moi, dans mon village, le collège de proximité, le professeur DPS, le professeur de mathématiques, il fait le professeur d'anglais. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a un choix à opérer. Il y a un choix à opérer parce que on ne peut, nous ne croyons pas qu'on peut rester entre les deux chaînes. Soit, effectivement, nous décidons qu'il faut rester, maintenir les enfants à côté de leurs parents, ce qui est une bonne chose pour l'équilibre familial et l'équilibre de l'enfant. Mais alors, dans ces conditions-là, il faut lui accompagner cette disposition-là de toutes les mesures qui accompagnent. Mais sinon, ce n'est pas possible. Un professeur de pierre peut être posé de mathématiques, ni d'anglais. Et ça, c'est un problème. Parce que ces enfants qui partent de là, avec ces gens de niveau-là, en terminale, évidemment, ça ne va pas. Il y a aussi que la question des cantines, que le président Laurent Gbagbo avait réglé avec Maestra, qui piétine. On nous avait dit que l'État de Côte d'Ivoire allait nourrir une partie, et puis les États-Unis allaient nous aider. Et donner manger à nos enfants. Donner à manger à nos enfants. On dit l'État paye une partie, les États-Unis donnent une autre partie. Même ça, il ne faut pas mettre ça dans des rapports. Voilà dans quoi on est. Quand le président avait lancé, c'était le PAM, et le PAM n'a exercé que sur 2 ans. Et après, le président a mis en place un système de production locale. Il y avait une dame là, une dame de l'Ouest, Madame Daleba, qui était à la structure de production. Donc, ce sont les élèves, les villages qui produisaient pour nourrir les populations. Et les gens mangeaient dans les cantines. Maintenant, les gens mangent 20-30 jours de cantine par an. Même ça, encore, on dit que c'est subventionné par un autre pays. Bon. Quand vous avez fini de faire manger, vous nourrir vos enfants par quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils vous imposent ces mœurs et ces choses? En tout cas. Enfin. Tu finis de même mourir, il faut qu'on parle maintenant. Il y a du travail à faire sur le système éducatif. C'est vrai que Madame la ministre essaie de donner, la nouvelle ministre, de donner un peu plus de couleur à l'école. Mais il faut dire que la débâcle était déjà trop profonde et les réformes que nous voyons là ne sont pas suffisantes. Il faut des réformes courageuses pour sauver l'école. Il faut des réformes courageuses pour sauver l'école. On a même pris que même les documents, là, les manuels scolaires sont fabriqués pour faire par la Banque mondiale.
Évidemment, si le contenu que tu mets dedans ne correspond pas à l'idéologie, la Banque mondiale ne va pas financer. Ah oui, non. Donc, nous sommes dans une situation délicate. Notre parti, le PPAC, a une solution profonde de réforme de l'école. Axée autour de nos valeurs. Un enfant ailleurs, qui s'éduque ailleurs, ne s'éduque pas de la même façon, dans un autre lieu, ne s'éduque pas de la même façon ailleurs. Nous là, je ne dis pas de le faire, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est une affaire collégiale. On nous a montré des images des élèves qui ont allé saccager à Beaunois, le lycée de Beaunois, parce qu'on les a empêchés de tricher. Oui. Parce qu'on a mis des mécanismes pour les empêcher de tricher à Beaunois. Les élèves sont sortis, les étudiants, les candidats sont sortis, ils sont allés casser, détruire les bâtiments. On est quoi? On va où avec ça? Moi, quand Norbert Ouattabo me frappait dans mon école primaire, je n'ai jamais oublié ce nom. Ouattabo. C'était mon directeur d'école. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir été son élève. Parce que tu ne vas pas sortir dans le répond, tu n'as pas triché, tu vas les casser. Tu n'as pas le droit de cacher, de tricher, et tu vas aller faire démonstration de force pour ça. Je pense qu'il y a des réformes qu'il faut qu'on accepte de renvoyer notre système, de lui donner une valeur qui soit nos valeurs africaines. Autrement, ça ne servira à rien. Il y a aussi un autre élément fondamental, c'est la misère des populations. Le bac a lieu en G. Le mois de juin, met ta maison inondée à Gondac, en Jean Folie. Ton enfant, il va, il étudie où? Il étudie où? Lui-même, c'est même peut-être que ses bics sont partis par l'eau. Voilà la réalité. Donc, tout est lié. Vous aurez dû conduire des viaducs sous l'eau, ou sur l'eau, sous la lagune, tout ce que vous allez faire. Le fondement d'une nation, c'est l'éducation. Et il n'y a pas meilleure façon de détruire un peuple que de toucher à son système éducatif. Parce que ces enfants que vous laissez à 32 ans, on les balance, ils font quoi après? On les recrute pendant des élections pour être des microbes. Et puis c'est tout. Le système du RHDP, l'éducation, n'est pas bon. Il est loin d'être bon parce qu'ils n'en font pas une priorité. Leurs priorités sont ailleurs. Et la dernière fois, on vous a déjà dit que quand vous avez un budget dont la masse salariale et le service de la dette à eux seuls, ils font 100% du budget, des recettes fiscales, vous êtes obligé d'aller demander l'argent pour nourrir vos enfants. Pour leur école. Quand nous disions ces choses, les gens pensent que c'est parce que nous sommes violents, nous sommes méchants avec eux. Oui, mais nous devons notre rôle d'opposant. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut vous le dire, on n'est pas d'accord. Tout à l'heure, vous êtes en train de traquer les fraudeurs. Même si c'est vous qui êtes les auteurs, on vous soutient. Mais si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord avec vous. Mais il ne faut pas dissocier l'école de toute la société. Hein. C'est nos sociétés qui, depuis 2011, depuis 2002, a perdu beaucoup de valeur. Puisque aujourd'hui, les éléments de promotion,
Ce ne sont plus ceux que nous, ce ne sont plus les valeurs sociales que nous défendons. Donc, chers amis, notre pays va mal. Et pour savoir si un pays va mal, il faut regarder son système éducatif. Il faut regarder son système éducatif. Et puis en plus, bon, je ne parle même pas des concours. Si je peux payer un concours à 5 millions, vous voulez que j'aille étudier. Pourquoi? Donc on a plein de choses que nous devons revoir, auxquelles nous devons travailler. Et le PPACI a des solutions et des réformes profondes sur la question. Mesdames et messieurs les journalistes, voici ce que nous avons voulu partager avec vous. Dedans, il y a toutes les propositions, quelques propositions que nous avons faites. Le PPACI, le service de notre secrétariat chargé de l'éducation a préparé. Et nous voulons dire ceci. Nous allons aux élections le 2 septembre. Nous disons à nos camarades militants que ces élections ne sont pas seulement des simples élections régionales, locales. On a la tendance à appeler des élections mineures. Pour nous, ce sont des élections importantes. Parce qu'elles préfigurent ce que les gens nous préparent en 2025. Et nous devons nous battre. Et l'une des premières batailles, c'est de restituer le droit de vote du président Laurent Gbagbo, qui conditionne son droit de candidat. C'est l'un des... On ne peut pas rester à la maison pour dire, moi je veux que Gbagbo soit candidat en 2025. Je suis pro Gbagbo. Et puis vous n'allez pas voter pour vos candidats aux deux. Parce que si vous ne le faites pas, vous lui enlevez l'un des moyens, des instruments de lutte. Donc, chers Ivoiriens, vous qui êtes épris de justice et de paix, qui pensez qu'il y a trop d'injustice faite à l'homme, qu'il faut corriger, il n'y a qu'une seule façon d'exprimer son désaccord. Quand on n'est pas d'accord, c'est vous le bulletin de vote. Vous votez pour notre candidat, vous votez pour le candidat du PPACI, vous repositionnez le président Laurent Gbagbo dans l'arène politique. Voilà le message par lequel je vais terminer ce point de presse, tout en vous disant merci d'être venu. Amis de la presse, le porte-parole, le ministre Katina Koné, a été un peu plus clair. Le message qui passe à la fin est bien évidemment le message du parti. Nous allons maintenant procéder à la série de questions, le temps qu'il souffle un peu. Je vais parler de musique à mettre. On laisse le ministre prendre quelques gorgées d'eau et revenir vers vous afin que, si vous avez le besoin, vous puissiez poser des questions pour renforcer les éléments de réponse que vous voulez avoir. Donc, je vais passer le micro. Donc, votre regard de presse. Et vous posez la question. Votre souci. Je réponds, le ministre répondra au fur et à mesure. Oui. Merci, monsieur le ministre. Je suis Cobson Zago du quotidien La Nouvelle Alliance. Merci de ce brillant exposé. Vous avez égrené tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Peut-être, je ne sais pas si c'est pas le jour aujourd'hui, c'est sur ce point-là que je vais poser ma question. Le point est lié au cacao ivoirien. Vous êtes un économiste et je vais vous poser la question. Récemment, le gouvernement a dit qu'il mettait un terme, en fait, il suspend les ventes à terme du cacao. Les Ivoiriens ne comprennent pas. J'étais récemment dans mon village à d'Ivoire, au Pondou, où les gens pleurent.
Parce que la rentrée, c'est après-demain. Les gens pleurent. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux Ivoiriens sur cette affaire? Suspension des ventes en terme. On ne comprend pas. Les agriculteurs pleurent. Merci. Alors, moi, je vais répondre à moi. Non, alors les ventes à terme, ça ne concerne pas seulement le cacao. Hein. C'est une méthode, c'est une technique de vente commerciale qui consiste, c'est des spéculations qui consistent avant la production, avant que la production n'arrive, à la vendre donc aux éventuels clients. C'est-à-dire, ça date de longtemps, hein, c'est des pratiques qui datent de longtemps, c'est des pratiques de spéculation. Il y a même une histoire sur les tulipes, la première crise mondiale, en produit financier mondial, qui a eu lieu au XVIIe siècle, on appelle la crise des tulipes. Là, tu mets bizarre, hein? Les tulipes, là, les fleurs. Là. Mais en Hollande, les gens achetaient ça. Donc, les spéculateurs vendaient ça à terme. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, l'année prochaine, on a dit qu'il y aura 1 million de tulipes. Qui va acheter 200 tulipes l'année prochaine? Moi, je prends. Qui va acheter 300? Je vais caricaturer pour que ton parent de Zoukoube, là, je comprenne. Hein? C'est pourquoi je ne veux pas rester dans les termes techniques. Qui va acheter tel que ça? Ils vendent. Donc, on arrête. Le problème des ventes à terme, c'est que au moment où tu achètes, on t'achète, lui, il achète en tenant compte du coût, du moment où il achète avec toi. Mais c'est eux les maîtres, les spéculateurs, c'est eux, de toute façon, celui qui achète les chocolatiers, c'est eux qui achètent ça. C'est eux qui savent comment jouer sur le coût. Donc, peut-être au moment où il t'achète ton produit à 500 francs, par exemple, toi tu es content, ça correspond au coût du jour. Mais au moment de la livraison, peut-être ça va passer à 1500. En principe, ce que les pays producteurs demandent et pour lesquels je suis d'accord, s'il y a une plus-value entre le coût d'achat, au moment où j'achète avec vous, et le prix final, il faut que quand même, je puisse avoir une partie en termes de retour. Des ressources, si tu veux, en tout cas, une partie méridienne. Et c'est là où les spéculateurs, les chocolatiers ne sont pas d'accord. Donc, en disant qu'on arrête la vente à terme, le gouvernement dit, bon, écoutez, je vends au coût, le jour de production, je vends ça. Mais il y a un risque. Le gouvernement, et je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Parce que les ventes à terme permettent à l'État d'avoir les devises avant les livraisons. Puisque c'est une vente, Malheureusement, bon, avec la décision qu'ils ont prise, qui a son avantage et ses inconvénients. Vous savez que l'histoire du cacao, là, c'est très complexe. Et d'ailleurs, je pense que l'une des crises que le président Fouet a vécu difficilement jusqu'à mourir, c'est la crise du cacao. En 86, vous savez qu'il a été devant la méchanceté des spéculateurs qu'il avait servi avec beaucoup de rebelles. Quand il s'est rendu compte qu'on les manipulait, il avait décidé de faire ce qu'on appelle la rétention du cacao. Parce que la vente à terme, elle t'oblige à la livraison du produit quand il est fait, quelles que soient les circonstances. Donc tu ne peux pas manipuler ton travail au moment que tu as le produit à ta disposition. Tu ne peux pas l'utiliser pour jouer sur le prix. Tu veux, je ne te livre pas. Alors que tu l'avais déjà fait. Donc c'est un peu de livrer. Donc, vous pouvez avoir essayé, à un moment donné, de bloquer ça, la vente. Je pense que de tous les présidents, celui qui a vraiment connu, comme c'était le producteur de cacao lui-même, il connaissait bien les mécanismes, c'était le président Fouet. Et donc, lui, il a fait en 1986-88. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas du tout accédé. Ils n'ont pas, les acheteurs, là, ils n'ont pas changé parce qu'eux, ils jouent en avance. Parce que même si vous bloquez, ils ont des stocks de sécurité qu'ils ont depuis des années. Tu ne fais que dans la réalité, quand tu bloques la vente, le stock là, eux, ça les arrange. Parce que plus il n'y a plus de stock,
moins il y a de stocks, plus le prix augmente. Donc, c'est un mécanisme dans lequel, dans tous les cas de figure, ceux qui font la spéculation, ils gagnent. C'est pourquoi nous, sur cette histoire-là, je crois qu'il y a une étude qu'on va faire, le professeur des spécialistes ici, il y a une réflexion qu'on est en train de mener, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, que le président Oufoué avait refusé. Notamment, que ce soit les exportateurs eux-mêmes aillent sur au niveau du bord champ. Parce que, honnêtement, un truc comme Kadi, il ne s'arrête même plus là. Il veut faire une plantation. Il veut même faire une plantation. Donc, nous sommes dans un système, effectivement, le gouvernement dans l'état actuel des choses commence à être essoufflé parce que la vente à terre favorise beaucoup la spéculation. Eux, ça les favorise effectivement un mode dans le gouvernement parce que ça leur permet d'avoir des villes avant la livraison des produits. Mais au bout du compte, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus maître de votre produit. Et nous pensons que si le Ghana et la Côte d'Ivoire décident effectivement d'appliquer une loi unique, ça peut avoir une incidence sur le choix des choses. Oui. Je suis dans nos pays contributeurs au Terrain News. J'ai deux questions qui tournent autour de la même thématique, c'est-à-dire que la réinscription du président Laurent Gbagbo sur le liste électorale. Récemment, vous étiez en Afrique du Sud, vous venez de le dire, mais à votre absence, il y a un journal qui a titré que vous êtes allé, que c'était une couverture pour aller approcher Thabo Mbeki pour pouvoir lui demander d'intervenir, comme il l'avait fait pour que sur votre cas soit candidat. Deuxième chose, c'est que je voudrais vous inviter. Quand vous dites que voter les candidats PPACI, c'est repositionner le président Gbagbo, d'aller un peu plus loin encore pour voir en quoi le vote des candidats PPACI repositionnerait le président Gbagbo. Merci beaucoup. Alors, nous sommes allés en Afrique du Sud, je vous ai dit les raisons pour lesquelles nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous n'avons pas le même problème, le président Gbagbo n'a pas le même problème que le président Ouattara en 2010. Parce que nous, le président Gbagbo, lui, la loi lui donne le droit d'être sur la liste. Donc, on n'a pas besoin de négocier pour ça. Donc, nous ne sommes pas allés. J'ai lu cette article, ça m'a fait bien rire. Bon, les journalistes, vous savez, ils entendent vous faire sortir des choses pour augmenter vos ventes, ça pour faire vendre quelque chose. Mais on n'avait absolument rien à voir avec. Rien du tout. On est allé parce qu'on a été invité. Oui, évidemment, il ne faut pas qu'on se le cache. À toutes les tribunes, nous avons parlé de ça. Mais pas en tant pour demander plaider, mais pour dire l'injustice dans lequel prospère le régime actuel contre le président Laurent Gbagbo. Et ça, excusez-moi, mais dans toutes les tribunes possibles où on se trouvera, on va le dire. C'est le rôle des politiques. C'est le rôle des politiques. Et on a eu beaucoup d'opportunités. Et on en a parlé. En Afrique du Sud? Ah oui. On en a parlé. À toutes les tribunes, on leur a dit que voici ce que le régime fait. Je peux m'aller plus loin. On a même fait un mémorandum qu'on a distribué à tout le monde, aux 45 partis politiques. À tous les partis politiques qui étaient là. Ça ne gêne pas. Parce que, effectivement, il y a une injustice. Et les gens ne comprennent pas. Et il y en a quand tu as dit, mais comment on peut dire un ancien président de la République n'est pas sur la liste électorale? Ça veut dire quoi ça? Nous, c'est notre rôle. Mais on n'est pas allé plaider. Hein. On allait dénoncer. Quand on a eu l'opportunité de le faire. Alors, en quoi le fait d'élire les candidats PPACI pourraient positionner le président Laurent Gbagbo? Une élection, c'est une compétition. Aujourd'hui, nous parlons, le président Laurent Gbagbo est populaire, il est autres, mais les autres, ils y croient. Parce que c'est vrai, on a vu des démonstrations qu'on a faites. Mais la seule jauge qui permet à l'intérieur d'apprécier un parti politique ou un homme politique, c'est les résultats. Donc, imaginez-vous que nous emportons des communes ou des régions importantes, que le nombre total des voix
qui ont été portés sur nous, nos candidats, soient importants. C'est un signal fort. Attention, ce monsieur-là, on n'a pas le droit de s'amuser avec lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Je n'en dirai pas plus. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Et dans votre exposé, vous avez évoqué la réforme constitutionnelle. Et si le service communication de l'Assemblée nationale a fait des communications, et dans ces communications, nous avons vu que votre partenaire avec qui vous êtes en alliance, le PDCI, RDA, son groupe parlementaire a appelé à voter pour la réforme constitutionnelle. Quand le groupe parlementaire EDS, proche du PPACI, a appelé à voter non. Est-ce que cela ne montre pas un malaise au sein de votre alliance? Ensuite, ma deuxième question se rapporte aux élections locales. Vous êtes candidat à Port-Boué et il y a Michel Babou également qui est candidat à Yopougon. Ça veut dire que votre alliance, vous avez décidé de marcher ensemble pour ces élections locales. Vous n'avez pas pu vous entendre sur certains endroits stratégiques. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de faire la part belle à votre adversaire, le RHDP? Merci beaucoup. Alors, le PDC, nous sommes pour le moment en alliance électorale. Nous ne sommes pas encore dans une alliance politique totalement finie. Donc, eux, ils peuvent voter les lois qu'ils veulent. Mais nous, nos députés, et nous voulons qu'on les félicite ici, leur position a été une position juste et sage. C'est la position de notre parti qu'ils ont exprimée. Et vous avez même vu qu'au sein du PDCI, les sorties de M. Blessy, qui s'interrogent, qu'est-ce qui a pu se passer entre temps, vous savez, on est en période électorale. Tout est facile à se jouer en élection. Hein. Sika. Bon, tout se joue. On ne sait jamais ce qui a pu se passer. Mais le député d'ici, lui aussi, s'interroge qu'est-ce qui a pu faire qu'une bonne partie d'abord des députés du PDCI aient brillé par leur absence, plus d'une vingtaine, et que le groupe ait décidé de voter. Mais ça, je veux dire, c'est la vision intérieure du PDCI, et nous n'allons pas les juger par rapport à ça. Mais ça n'a aucun lien avec notre alliance. Alors, si cette question n'est pas posée, je voudrais étonner. Oui, mais une alliance, c'est pas une fusion. On s'est entendu sur plus de 80% des endroits pour aller ensemble. Je pense que ça, c'est un chiffre important. Plus de 80% d'entente pour aller ensemble sur les lieux. Il ne reste que 20%. Mais les 20%, justement, c'est ça qui fait l'autonomie des deux partis. Donc, contrairement à ce qu'on pense, si cette alliance, elle a effectivement prospéré dans la majorité des cas. Il y a des cas où on ne s'est pas entendu. Ça va de soi. Mais ça ne compromet pas du tout notre alliance. Voilà un peu la réponse que je peux donner par rapport à ça. Maintenant, vous me demandez si ça fragilise, on fait la part belle au RHDP. Oh, possible, oui. C'est possible. On aurait bien voulu qu'effectivement on s'entende partout pour laisser une marge de manœuvre très, très petite pour RHDP. Mais allez à S. Les jeux sont faits. Nous nous donnons tous les moyens. Mais notre priorité, n'oublions pas, même en alliance, chacun se bat pour avoir le meilleur morceau. Ça aussi, ça va de soi. Donc, rassurez-vous, nous veillons à ce que, en ce qui nous concerne, le PPACI, à ce que là où nous sommes candidats, nous allons nous battre avec les moyens dont nous disposons pour que notre parti prospère et qu'il gagne.
Guillaume Sekan, New Africa. Ma question est relative aux indépendants au lieu de déplacer. Que compte faire le parti pour remédier à cette question des indépendants qui évidemment était un problème aujourd'hui très sur les partis politiques. Merci. Notre position est claire. Nous avons fait un communiqué là-dessus. Il y a zéro tolérance pour les indépendants. Parce qu'un parti, c'est une discipline. Moi, je vous fais quelque chose. Je vous l'ai dit. Je suis deuxième vice-président du CSP. Je suis porte-parole du parti. Je suis vice-président exécutif du parti. Je vous en prie de me croire. Si le PDC et nous étions arrivés à un concours et qu'on me disait que le PDC, le PPAC devait laisser la tête de liste au PDC à Port-Boué, c'était un accord de mon parti. Je serais en train de faire la campagne pour la tête du PDC. Parce que c'était une instruction de mon parti et quel qu'en soit ce que cela peut me coûter, je n'ai pas le droit de remettre en cause mon parti, les décisions de mon parti. Plus que tout, ce sont ces indépendances qui nous fragilisent davantage. Et notre position est claire là-dessus. Soit on est dans un parti et on marche selon les règles du parti, soit on n'est pas dans un parti et puis on se comporte comme des électroniens. Mais ce que nous voulons dire ici, de haut de cette tribune, c'est que nos militants, ceux qui se réclament du PPACI, n'ont aucun état d'âme à se faire, quels que soient les liens particuliers que vous aurez pu avoir avec un candidat indépendant. Nous les appelons ici et de façon solennelle à voter le candidat désigné par notre parti. Ça, il faut que ce soit clair. Si nos militants veulent que notre parti avance et devienne un parti fort, nous ne devons pas du tout marchander la discipline. Et nous ne sommes pas d'accord avec les candidatures. Surtout que tous les candidats qui ont fait acte à la candidature ont signé un code d'honneur pour dire que si je ne suis pas retenu, je m'en remets à la décision du parti, je ne vais pas en candidat indépendant. Ils ont signé. L'honneur, ça a un sens. C'est pourquoi je vous ai dit, j'avais signé ça. Et si, à la toute des délibérations des alliances, on m'avait dit que Kone Katina, tu n'es pas retenu comme tête de liste à Port-Boué, c'est telle personne, je vous en prie de me croire. Au nom de la discipline du parti, je serai en train de faire le travail du parti sur le terrain. Il ne faut pas qu'on joue avec eux. Ce parti-là, il représente beaucoup de personnes. Et le code d'honneur dit à nos militants, quelqu'un qui renonce à son code d'honneur ne mérite pas la confiance de personne. Ne mérite la confiance de personne. Celui qui signe un acte devant ses pairs, je vais faire ça si cela intervient, et qu'il y renonce, ne doit bénéficier d'aucune faveur de qui que ce soit, parce qu'il n'est pas digne de confiance. Vous ne pouvez pas donner votre mandat à quelqu'un qui renie, qui renonce sa signature et sa parole. Je le dis ici, je veux que ce soit connu à l'ouest, entendu à l'ouest, par nos militants, à l'est par nos militants, au centre, au nord par nos militants. On ne bâtit rien dans l'indiscipline. Merci. Je pense que nous sommes à la dernière question. Nous sommes donc au terme de notre tribune. Monsieur le ministre, quel est votre mot de fin? C'est tout simplement vous remercier. Merci d'être venu une fois encore. Oui, alors la période étant une période où les gens sont, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 septembre, nous serons très occupés. Et
il sera difficile de trouver quelqu'un pour venir parler pendant cette période-là. La tribune va prendre un repos électoral. Sauf s'il y a une urgence particulière et que nos candidats ont besoin d'espace pour s'imprimer, alors on vous appellera. Mais la tribune classique telle que nous la faisons, c'est pourquoi je vais parler d'un type symbolique. Donc, on va se retrouver certainement après le 2 septembre pour faire le bilan des élections. C'est pourquoi j'ai insisté sur les mots d'ordre, j'ai insisté pour la voix forte pour nos candidats qui sont sur le terrain, sur la bataille d'honneur, sur les champs de bataille. L'autre information, toujours dans le souci didactique, nous sommes en train de voir, on va en parler à le président, mais les travaux sont très avancés. Tous les 19 numéros, peut-être on va y ajouter le 20e, les 20 numéros du PPACI vont être compilés sous forme de livres, de documents, et mis à la disposition du public. Nous travaillons là-dessus, parce que aussi un parti politique produit. Un parti politique, ça produit une production intellectuelle. Et le PPACI, il y en a plein. De toute façon, on est un parti d'enseignants, mais les enseignants, c'est pour produire. Donc, voici la deuxième information que on veut vous dire. Je voudrais terminer encore par cet appel. Les élections du 2 septembre 2023 ne sont pas des élections mineures en ce qui nous concerne. Que nos militants, que les Ivoiriens, que nos sympathisants et l'ensemble des Ivoiriens le comprennent. Les enjeux dépassent les enjeux communs des élections locales précédentes. On doit se mobiliser. Nos têtes de liste dans les régions, nos têtes de liste au niveau des communes, que nous soyons seuls ou avec le PDCI, doivent avoir l'intégralité de nos votes et il n'y a pas de place, les Anglais disent no room. Il n'y a pas de place pour les indépendants avec nous. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur le ministre. Ça fait maintenant la tribune de PCI 20e numéro. Je caresse l'espoir qu'à notre retour, on ait affaire au porte-parole et au maire de Port-Bouilly. Monsieur le ministre, merci. Merci, à bientôt. Et après les élections.